veut dire ange dans plusieurs, et ça n'a rien à voir avec moi directement, c'est même pas moi qui ai donné le nom, mais ça veut dire ange dans ma langue maternelle et paternelle qui est le Moré au Burkina Faso, ça veut dire ange en Swahili, en Lingala, en Kinyarwanda, en Kirundi, mais aussi en arabe et en hébreu. Et c'est pour dire que les anges portent les idées, les anges rassemblent, les anges sont porteurs de paix, d'espérance, et c'est la paix et l'espérance que nous prônons dans tout ce que nous faisons. Et donc voilà, c'est le sens de cela. Et maintenant, on va donc passer la parole à l'invité du jour, donc c'est Margaret Michelko, et donc ce soir qui présente La lumière de minuit, et donc elle va un peu vous introduire dans l'ouvrage, et puis ensuite on fera un échange si vous avez des questions à nous poser. Merci. Merci Angèle. Merci à tout le monde d'être venu. Je me sens bien entourée ce soir d'amis, de personnes que je connais depuis longtemps. C'est tout un lancement. Merci à Lara Mainville, que je n'avais pas revue depuis un certain temps et qu'on s'est retrouvés. Alors c'est tout un plaisir. Merci aux presses de l'Université d'Ottawa de nous accueillir. Merci à Angèle et à Malaika pour cette belle aventure qui m'apporte toujours plein de surprises, toutes sortes de choses nouvelles et extraordinaires. Merci à Eric pour la musique, la belle musique. La belle musique. Alors, je vais vous parler brièvement de ce recueil, La lumière de minuit, et je vais vous en lire quelques extraits, et puis on pourra échanger, comme dit Angèle, on verra où ça nous mène. Pour vous expliquer un petit peu le titre, parce qu'on parlait tantôt d'ancêtres, etc. La lumière de minuit, pour moi, c'est en même temps le moment de la fin de la vie, la mort. C'est aussi le moment de la rencontre ultime avec soi-même, c'est-à-dire la vie. Le moment de la transformation, c'est-à-dire l'espoir. Et c'est aussi un moment un peu mystique et spirituel. Et la somme d'une vie qui a comme point de départ, en fait, la vie de mon père à moi, mais qui pourrait être la vie de tout homme ou de toute femme, en fait. C'est comme ça que je le construis. Je vais vous lire quelques extraits de la section du milieu du recueil, qui est la plus grosse section, qui s'intitule « En luminure ». Merci Marie-Josée. Marie-Josée, non, elle doit quitter. Elle dirige un beau groupe d'appui aux écrivains. Et, nous sommes plusieurs à y participer. Voilà. Nous remercions de sa présence. Donc la section du milieu en luminure. La section est divisée en livres. Et le premier livre s'intitule « Le livre de l'apprentissage ». Chaque début de livre est présenté par un court texte et il y a une référence historique à chaque fois parce que c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre passé, nous venons de loin. Alors le livre de l'apprentissage. Pour remettre le monde en rond, un jet de substantifs en impatience décodée, à bordure recouvrée, dire sur une planète débordée. En 1829, la dernière Béotuc, une domestique, meurt de tuberculose. 50 langues oubliées. Chercheur, il avait la tête bien remplie, foncé à toute allure. Des jaillissements d'eau émergent clairs et droits de la fontaine. L'intelligence coutumière s'immisce dans les recoins et il en pousse des marguerites par journée ensoleillée. Dans le ciel constellé, les étoiles saupoudrées se groupent. Vénus, incontestable à travers la grande fenêtre du sud, au moment d'éteindre les lumières.
le visage de la petite à l'extérieur de la voiture s'imprégner des aurores boréales. Il emmagasinait aussi les notes flottantes des oiseaux, comme une incantation. Correspondance, quelques paragraphes, commentaires intenses à sa table de travail. Chaise très droite, raison engagée. Miettes de pain picorées sur un sentier. Pâte avec levure travaillée. Et la somme de ce qui reste à exprimer pour mesurer le monde. Elle avait placé sa petite main sur le dos de cette chaise de travail. Le livre de la faune, les courlans bruns de la Floride, les gros becs de Darwin, les grues du Japon. Dansons avec eux en ballet à deux. Dans l'histoire naturelle des Indes occidentales, 1660, Louis-Nicolas chronique le Nouveau Monde. L'autour, proche de l'épervier. Juillet, au perché, un autour des palombes avec nid et oisillons, alors que le grand pic des bois se fait timide. Les trous percés dans l'arbre s'élargissent et le temps s'évapore à l'intérieur. Même arbre que lorsqu'elle s'était baladée à travers un boisé, perdu. La liberté des oiseaux comme rempart contre les dictates du dedans. La fillette explorait le vaste presbytère de ses grands-parents au milieu de l'été. Dehors, pensée plantée dans une brouette. Il provenait du pays de l'oiseau bleu. Le livre du mouvement. Un lac estival, rythme et mouvement uniforme des bras et la distance parcourue. Jacques Cartier navigue au rythme de l'inspiration, des vents et des étoiles. 1534. Le poème invite sa main, son bras à couler, s'immerger dans les eaux fraîches, le corps entier, et ramène à la surface, découvre ce qui émerge. Varech, algues, plantes aquatiques habitent nos profondeurs. Leste et agile, il montait à vélo. Adolescente, elle jetait son regard de l'autre côté de la rivière, de la frontière. À bicyclette, le grand cimetière aéré, verdure, pierre tombale, tranquillité. Respirer à plein poumon l'air fortifié par les vieux peupliers et revenir chez soi, le pouls battant, Grenat. Au milieu de la canicule et dans le sens de la montre, les outardes quittent la pelouse verte, traversent la piste cyclable, vers l'eau. Prévoir exprime les possibilités qui nous habitent. Le souvenir régit la minuterie de la bande dans le projecteur. Et pour terminer cette partie, quelques textes de la dernière partie du recueil qui s'intitule « Du jour ». 5 heures. C'est l'éclair, cette fausse lumière du matin avant le lever du soleil. Couvert. L'atmosphère tendue de basse pression remue le corps liquide à l'intérieur d'un sommeil coupé court. Dans l'étendue de panorama interrompu,
à travers son et lumière. Tour de passe-passe, l'après-coup, tout en blanc. 6 heures. Le ressac goutte sur le papier, la vision de l'eau dans la tête. Le matin, à se distraire en allée, arrêt, retour. Entre la détente et les vagues impressions, l'éveil. Une jeune mouette égarée dans ses méandres. Un temps de répit, partant en maussade. Et un dernier. 19 heures. Temps variable. Une petite pluie fine d'été commence à tomber. Retour du gris et de la lumière déclinante, tamisée. Le battement saccadé comme une mélodie de fin de parcours qui s'accomplit. Rempart contre le désert de la nuit. L'averse tambourine contre le toit, ici et ailleurs. En errance et dans le fil de la durée qui serpente sans chemin, trace ébahie. Celle qui nous file, et tôt ou tard, l'étonnante familiarité du débarquement. Terre étoilée. Que c'est beau, vraiment. Merci. Moi, je pense que ça vaut la peine. Oui, oui. Deuxième ronde d'applaudissements. Je pourrais faire de la poésie, mais je n'ai pas cette fibre sensible. Mais enfin, elle ne se manifeste peut-être pas de cette façon-là. Tu fais de la poésie sans le savoir, tu chantes. Je chante. Le chant, c'est nous, il n'y a pas de mot pour dire poésie, c'est le même mot qui dit chant et poésie. Ah bon? Tu fais de la poésie, voilà. Je suis poète. Mais je ne serais pas bon pareil. J'aimerais ouvrir la période de questions. Puisque vous êtes tous là, j'imagine que vous avez des questions, mais j'aimerais peut-être commencer par lancer le bal en posant une question toute simple. D'où vient cette inspiration? D'où vient cette plume, ce désir de coucher sur papier, de travailler mot après mot, revenir, retravailler 1000 fois sur le métier? Comment ça se fait, tout ça? D'où ça vient? D'où ça vient? Question facile. Ça vient. Je pense qu'on a tous et toutes besoin de nous exprimer d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes, c'est par le chant, par la musique. Chez moi, c'est par les mots. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup d'habitude, mais qui adore les mots. J'aime écrire. Donc, besoin de s'exprimer, besoin de dire, besoin de trouver en moi ce qui se passe en moi, de me comprendre aussi. Je pense que c'est une partie connaissance de soi. Il y a une partie dialogue avec d'autres écrivains, d'autres poètes. Donc, ce qu'on lit rentre en nous, je pense, et on essaye de dialoguer d'une certaine façon avec les autres, ceux qu'on a lus, ceux qu'on connaît, ceux qui nous ont laissé leurs livres aussi. Ouais. Et c'est un plaisir, c'est une passion, c'est toutes sortes de choses. Et pour moi aussi, en plus, c'est la langue française. Que j'ai appris très jeune, parce que je suis née de parents anglophones, mais qui m'ont envoyé une école française. Il y a un certain amour là aussi. Donc c'est de jouer avec la langue aussi. Ouais. Autre chose sans doute aussi, que peut-être d'autres personnes pourront ajouter.
je me promène avec le micro. Je ne tiens pas forcément à regarder dans la fenêtre. Beaucoup de choses à dire, peut-être une question après. J'ai trouvé ça extrêmement puissant, ce texte, enfin, les extraits que tu as lus. Après, la dédicace est à ton père et je sens des choses dans quelques extraits que tu as lus. Autre chose que j'ai envie de dire, puisque tu parlais du français, et ça, je trouvais ça extraordinaire. Je me souviens quand on s'est connus justement à l'Université d'Ottawa, et on est plusieurs aujourd'hui, ce soir, à s'être connus il y a longtemps là-bas. C'est ce qui m'a fasciné, c'est ça, c'est ce goût de la langue autre, hein, de l'autre langue. Et quelque part, la poésie témoigne de ça aussi, mais ton goût pour le français, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel, et comment tu le maîtrises d'une manière exceptionnelle. Et je me demandais, l'amour de la poésie, des poètes, ça a commencé quand? Est-ce qu'il y a un moment où tu as aimé, tu as lu des poètes enfants, ou est-ce que ça arrive plus tard, à l'adolescence? Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic avec la poésie? Est-ce que c'est venu par quelqu'un, dans ton entourage? Voilà. Merci. J'arrive à identifier le moment où j'ai commencé à écrire de la poésie. Je suivais un cours sur la poésie du XXe siècle, poésie française, un petit peu de poésie québécoise, avec la poète Cécile Cloutier, qui est décédée maintenant. Et je n'avais pas l'idée dans ma tête que je pouvais en écrire, mais à la fin du cours, elle nous avait invités à écrire un texte. Donc je remercie Cécile Cloutier pour ça. Cela dit, j'ai aussi dans mon souvenir, j'ai passé un an aux États-Unis lorsque j'étais adolescente, et à l'école où je suis allée, on nous avait invités à faire un petit peu de création littéraire. Et là aussi, c'est l'école où j'allais normalement, on n'en faisait pas. On étudiait les textes littéraires, on étudiait Shakespeare, on étudiait Molière, on étudiait Baudelaire, mais on n'écrivait pas vraiment de poésie. Alors, j'ai écrit un petit poème en anglais, un petit sonnet, et puis... mais après cette année-là, j'avais comme laissé ça de côté. J'ai aussi eu, comme beaucoup de personnes, je pense à la fin de l'école secondaire, une très bonne enseignante qui nous avait introduit surtout à Baudelaire, mais à d'autres poètes aussi. Donc je pense que c'est ça, surtout. Ouais, la poésie. Et puis quand on est jeune, on aime rimer, on aime tout ce qui rime, toutes sortes de drôles de mots. Dans le recueil, je fais référence à un moment donné à certaines paroles que j'avais dit à ma mère en anglais. C'est le seul petit bout en anglais, Mr. Wright Righty, j'aimais le son, et c'était Mr. Wright Righty. Et je sais que je lui avais dit à un moment donné aussi, mais ça c'était probablement que j'étais en colère contre elle, maman ne me parle pas en anglais. Donc, je cherchais à trouver mon pouvoir. Parce que la langue française, pour moi aussi, je pense que c'était un petit peu mon pouvoir à moi. Mes parents parlaient le français, mais pas aussi bien que moi. Alors, à un certain moment donné, c'était aussi... c'est la langue de l'émotion pour moi et mon pouvoir de jeune fille qui grandissait. Ouais. Parce que c'est ça. Intéressant, c'est la langue du pouvoir. Prise de parole, et en même temps l'émotion. C'est intéressant d'explorer cette relation entre les éléments qui sont a priori contradictoires. La langue du pouvoir d'une jeune et de l'émotion d'une jeune femme. C'est peut-être un petit peu comme les immigrés qui viennent au Canada avec leurs enfants
puis leurs enfants apprennent l'anglais ou le français ou les deux, et à un moment donné parlent un petit peu mieux la langue que leurs parents, donc aident leurs parents, mais en même temps ont un moyen de... Je ne sais pas si le bon pouvoir est celui que je cherche dans ce cas-ci, mais en tout cas guide à l'aide de la langue. Ouais. Prochaine question, prochain commentaire. De toutes les thématiques ou les sujets que vous pouvez développer dans le cadre de votre travail d'écriture, de réflexion, quelles sont les thématiques qui sont pour vous les plus, vraiment les plus intimes, celles que vous hésitez même peut-être à partager avec le monde? Je ne sais pas si j'hésite à partager. Il y a certainement des thématiques intimes. Si je regarde dans la salle, la plupart des gens ici savent que j'ai un chalet familial et beaucoup de personnes ici sont venues. Donc la nature, pour moi, joue un rôle important. J'écris souvent lorsque je suis au lac, au bord du lac. C'est silencieux, c'est tranquille, c'est merveilleux. J'aime aussi cette idée de nommer les créatures. Donc par exemple, de connaître les différentes espèces d'oiseaux et d'incorporer ça en poésie. Mais il faut que ça vienne aussi avec un lien, une émotion, une expérience vécue quelque part, que je vais ensuite... je veux dire, l'expérience, c'est sans doute le premier jet. Ensuite, c'est le travail, c'est de voir où me mènent les mots dans cette aventure. Ouais. Et il y a des textes qui me viennent relativement facilement et d'autres beaucoup plus difficilement ou qui demandent beaucoup plus de travail. Comme avec la plupart des écrivains, je crois. C'est un processus. Mais je pense que du fait que j'écris en français, d'une part, ce qui me donne, je ne sais pas si ça me protège, mais ce qui met un petit peu un écran entre moi et ma famille anglophone. Et le fait d'écrire en poésie, qui est un langage autre aussi, qui déjà doit être un peu décodé et qui peut être lu à différents niveaux et qui peut partir dans différentes directions. Ça aussi, ça me protège, donc ça me donne peut-être un cadre pour ne pas me censurer à un niveau intime. Trop, parce que je passe par ce langage un peu spécial, un peu autre, un peu polyphonique. Parlant de langue, est-ce que je voudrais poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un conflit linguistique dans ta famille? Est-ce que la perception, est-ce qu'ils peuvent voir ça, parce qu'on est ici, on est de solitude, on connaît un peu la dualité linguistique, etc. Est-ce qu'il y a cette perception-là? Est-ce qu'on te voit un peu comme une prête à la langue anglaise? Est-ce que comme tu es comme un conflit intérieur, est-ce que tu te sens partagé? Est-ce que tu te sens comme si tu as trahi un peu ton identité linguistique parentale? Je ne sais pas. Non, pas dans mon cas. Au contraire, ils m'appuient beaucoup. C'est que il y a plusieurs éléments. Mon père était historien du Canada et pour lui c'était très important le fait que de m'envoyer une école française, parce que le Canada c'est un pays bilingue, donc c'était quelque chose de très important pour lui. Donc ça c'est la famille immédiate. Ma mère c'est quelqu'un qui aimait toutes les littératures, qui aime toutes les littératures, la littérature anglaise d'abord, parce que c'est sa langue maternelle, mais ouverte à toutes les littératures. Alors plus on connaît de langue, plus on connaît de culture, mieux c'est une grande richesse.
c'est ça. C'est intéressant, le frère aîné de mon père, qui était militaire, n'aimait pas beaucoup, avait certains préjugés, je crois. On n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il, selon ce qu'on m'a dit, il pensait que peut-être qu'il aurait pu avancer plus loin dans sa carrière s'il avait réussi à apprendre le français comme il faut. Mais il ne m'en a jamais parlé. Ses fils, mes cousins, sont fiers de moi, même s'ils ne lisent pas le français. Donc c'est un atout, c'est beaucoup d'appui. Le titre, c'était La lumière de minuit. Pourquoi? C'était un peu... ça m'est venu comme ça, mais lorsqu'on a décidé que ce serait le titre, parce que c'est passé par différents titres, mais c'est ce titre-là sur lequel on s'est arrêté. C'est différentes choses, c'est en même temps lumière, nuit, donc tout ce qui est un peu oxymore. C'est le moment de la mort, mais c'est aussi le moment de la vie. C'est un moment de connaissance de soi. C'est toutes sortes de choses. Ça se veut un titre très ouvert, dans lequel les gens peuvent lire pas ce qu'ils veulent, mais peuvent lire, peuvent aller dans différentes directions par rapport au contenu du texte. C'est tiré d'un vers de la première section du recueil. Okay. Que je vous laisserai découvrir. Parce que métaphoriquement parlant, vous voyez l'idée de minuit, il est déjà presque minuit dehors là. Parce qu'il n'est même pas 19h encore, mais il fait déjà minuit dehors. J'utilise souvent cette expression-là pour dire que avant qu'il ne soit minuit, il fait déjà trop sombre dehors en fait. Mais si on associe minuit, qui est censé être le moment optimum où vraiment les ténèbres ont atteint un niveau plus élevé, et que face à ça, on a quand même une lumière, hein, c'est quand même une manière pour moi très illustrée de dire, écoute, au lieu de voir cette affaire-là juste négativement, mais il y a quand même, parce que de manière spirituelle, on dit souvent que c'est à partir de minuit que tout se régénère et que tout reprend vie. Donc, et si cette lumière-là, donc, mais la photosynthèse, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais la plupart des affaires de photosynthèse, quand l'environnement n'est pas perturbé, s'opère à ce moment-là précis. Et c'est par rapport à ça que je demandais pour savoir pourquoi ce choix-là. Ouais. Oui, c'est un moment d'espoir aussi, c'est un moment de... Oui, tout à fait, de lumière. C'est un peu la couverture aussi, c'était un peu ça que je voulais traduire. Donc il y a un fond. Vous voyez le fond. Le fond est sombre. Ouais. Il y a cette luminosité qui paraît à ce moment-là aussi. Ouais. En fait, minuit, c'est aussi un seuil. Oui. Aujourd'hui et demain aussi. Ouais. Le temps, aujourd'hui, demain, oui. La vie, la mort, l'espoir, oui. La spiritualité aussi. Oui. Beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux entre minuit à 6 heures en fait, 5h45. Si vous faites les recherches, vous allez voir ça, c'est phénoménal. Le recueil débute dans la mort, oui. Avec la mort.